Je vais rebondir un peu sur la présentation de Constance, sauf que je ne vais pas parler de surpopulation, mais plutôt de sous-population, donc aborder la question démographique à la lumière des archives coloniales et mettre en question les discours sur l'extinction des populations autochtones de Guyane au début du XXe siècle, sur une période assez resserrée, dans les années 30, en fait, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui est un type de discours qui a peu été étudié, selon moi, en tout cas pour l'Empire colonial français. Il y a toute une historiographie nord-américaine, australienne, océanienne qui s'est intéressée à ces questions et qui a montré comment ces trames narratives ont relayé schématiquement les sociétés autochtones au rôle de victimes passives des épidémies, des massacres et des dépossessions territoriales, ou en les représentant comme des survivances du passé. Ce fut donc une manière euro-américaine de caractériser les non-européens dans des contextes de colonialisme et de peuplement, en rationalisant ou en occultant les logiques d'effacement en cours. Ces études ont eu très peu d'écho, comme je disais, dans l'Empire colonial, et je pense qu'il y a plusieurs raisons à creuser un petit peu ces discours. Donc, je m'appuie sur plusieurs archives que j'ai pu consulter depuis 2021, en Guyane et aux Archives nationales d'outre-mer à Aix. Donc l'idée de cette présentation est de mettre au jour ces discours qui tendent à définir ces individus et aussi ces groupes sociaux comme étant dénués d'autonomie et de capacité d'action sur leur propre vie, justifiant une forme de tutelle sanitaire et politique. En d'autres termes, selon ces points de vue, seuls les Blancs européens seraient à même de soigner et d'apporter le salut à une population que l'on dit mourante. Donc, je vais décrypter les termes de ce débat qui implique des médecins, des administrateurs, des ministres, mais aussi des gouverneurs, et les replacer dans un ensemble de savoirs et de pratiques, notamment démographiques et médicaux. Donc, l'enjeu est de comprendre la forme historique dans laquelle les corps sont lus, appréhendés par le pouvoir colonial et médical, ici conceptualisé au prisme de l'extinction de la race. Donc je vais me poser la question de l'évolution de ces discours, de la permanence de ces discours sur une chronologie assez resserrée. Et je vais faire un petit aparté sur l'utilisation des termes. J'ai mis entre guillemets dans ma présentation, j'utilise le terme autochtone, qui est un terme issu du droit international, qui n'est pas neutre, mais qui est beaucoup utilisé en Guyane pour désigner les populations au sens large, et pas qu'en Guyane. Je proscris le terme indigène qui fait référence au système politique et juridique de l'indigénat, qui est un système d'exploitation et de sous-citoyenneté qui n'a pas été appliqué en Guyane. Et les acteurs que j'étudie utilisent les termes d'Indiens ou peau-rouge, qui sont les catégories utilisées le plus souvent. Et si je les utilise, ce sera entre guillemets. Et aujourd'hui, les membres des peuples autochtones se définissent par leur nom de peuple, Kalinia, Teko, Yampi. On a déjà parlé un peu de la Guyane hier, donc je ne vais pas faire un long tableau général, mais quand même une petite contextualisation sur la période que je vais étudier. Donc le début du XXe siècle, c'est une période où il y a l'extraction et l'exploitation de l'or et du balata, qui sont les grandes activités de l'intérieur de la Guyane, donc qui rythment un petit peu la vie sociale et économique. C'est à l'époque un territoire immense qui est assez peu connu, parce qu'on a toujours, par exemple, ce mythe des monts Toumoukoumaks qu'on peut voir au sud, entre la Guyane hollandaise et la Guyane française, qui, en fait, perçu du littoral, est une grande chaîne de montagnes où les fleuves guyanais, les grands fleuves guyanais prennent leur source. En fait, cette chaîne n'existe pas du tout. Il y a quelques monts, quelques tépuis, mais qui sont assez éparses. L'occupation se cantonne surtout au littoral, au Bagne et à l'île de Cayenne, où on estime une population à 1000 personnes. Et donc, l'intérieur du territoire est plutôt, comme je disais, l'espace des orpailleurs, des marchands, des exploitants du palata et des populations amérindiennes et bushinangais. En 1930, c'est le territoire autonome de l'Inini qui est en fait une forme administrative qui va découper le territoire en deux. Donc ça, c'est la ligne rouge en fait que vous voyez sur la carte, qui va séparer le sud du littoral. Donc il y aura 2 colonies en fait en Guyane, qui va soustraire tout le sud guyanais au Conseil général, qui n'aura pas la main sur ce territoire.
et qui sera sous l'autorité unique du gouverneur de Guyane. Le début des années 30 correspond donc à un moment où on essaye de mieux connaître et mieux contrôler cet espace, où on a des populations éparses, transnationales, qui échappent au pouvoir colonial. Et on a en réalité dans ces années-là très peu d'occupation. Les voyages sont coûteux sur les grands fleuves, les distances sont longues et les installations sont compliquées. Je pars d'une tournée de 4 mois qui est effectuée par un inspecteur des eaux et forêts en 1935 sur le Haut-Maroni, qui s'appelle René Grébert, et qui va alerter les autorités sur l'existence des populations autochtones et bushingués de cet espace. Donc, l'idée, c'est de décrypter un peu les termes de ce débat, comme j'ai dit, qui implique plusieurs types d'acteurs et qui met en question 2 lignes principales, la création d'un service spécifique via un agent spécial et la situation démographique et sanitaire des populations autochtones. Donc, la crainte de l'extinction imminente des populations autochtones du territoire, qui prend en fait la forme d'un constat qui est non questionné, se décline différemment selon les acteurs. L'idée est de repérer leur argumentation et essayer de les replacer dans leur contexte de production et d'énonciation. Donc je commence à l'été 1935 où on a un monsieur qui s'appelle Henri Roux qui envoie sa première lettre au ministère des colonies et qui est aussi publié par la Société de géographie de Paris. Il publie un texte qui est un témoignage d'un voyage qu'il fait entre Mana et Sinnamary. Je vous ai mis son itinéraire ici que vous pouvez suivre sur la carte où il remonte la Mana et puis il redescend par Sinnamary. Et juste avant ça, il passe au village Kalinia de Pointe-Isère et on perçoit déjà les narratifs omniprésents des Indiens, entre guillemets évidemment, comme étant en voie d'extinction. Il dit, au premier abord, cet endroit ne fait pas l'impression d'être un des rares lieux où s'achève la disparition des derniers aborigènes de Guyane, pourtant si nombreux auparavant. Il poursuit, on ignore ici quelques débris de Galibi et de Roukouyenne achevant de disparaître dans une de nos plus vieilles colonies. À la suite de cette publication, dans sa première lettre assez détaillée qu'il adresse au ministère des colonies, Roux pose les bases d'une réflexion sur la singularité ou l'exception indienne par rapport aux autres peuples autochtones de l'Empire. En revanche, il homogénéise totalement les individus et les groupes sociaux, affirmant que les Indiens d'Amérique du Sud ont la même mentalité que ceux d'Amérique du Nord. Il faudrait donc appliquer à peu près la même méthode politique. Donc c'est l'Indien qui appartient à une grande race du Canada à la Terre de Feu. Et il relaie l'idée de leur santé fragile et de leur disparition imminente. Il évoque aussi le vêtement, la dernière citation que j'ai mise ici, où il dit qu'il faut éviter de les habiller car selon lui, c'est les vêtements donnés par les missionnaires aux Tasmaniens qui auraient entraîné leur disparition. Donc on comprend mal ici s'il associe le vêtement à un déclin culturel ou si la conscience que des germes microbiens déclencheurs d'épidémies transitent aussi par le vêtement et qui ont parfois été donnés volontairement, comme ça a été le cas au Canada. Comme mesure de non-disparition, dit-il, il faut prendre le contre-pied des moyens de destruction qu'il associe à l'alcoolisme, aux maladies des bronches et aux maladies vénériennes. L'extinction serait due à une multitude de facteurs, mais on ne sait pas bien sur quoi il s'appuie. Il propose alors une multitude de solutions politiques basées sur ce qui se fait en Amérique du Nord et il justifie cela par un aspect moral et patriotique. Il dit ici dans cette citation « On se rend compte à cette Pointe-Isère, à quelques kilomètres de cette triste administration pénitentiaire, que nous seuls en Amérique en sommes encore à ignorer les autochtones. » Et enfin, il dit « Faire cesser cette tristesse nationale qu'est la disparition des premiers occupants de Guyane. » Donc, ce qui m'a interpellé en fait dans ces archives, c'est que le ministre sollicite le gouverneur de Guyane, alors qu'il aurait quand même pu ignorer, comme beaucoup de lettres, cette interpellation. Et donc, en fait, il va solliciter le gouverneur de l'époque, M. Masson de Saint-Félix, qui va lui devoir répondre à son chef, au ministre, et va pas nier le constat de Roux, mais voit les choses assez différemment. Pas de souci. Là, je vous ai mis une petite citation, c'est un peu décalé, où en fait le gouverneur dit non, c'est un village où il y a une église, une école, tout se passe bien. Donc
Donc, il n'est pas opposé à son projet, mais il dit qu'il faudrait un projet d'assistance qui est plus local, en fait, avec des agents de l'administration, des agents coloniaux qui sont sur place, et des missionnaires aussi, évidemment. Le clergé catholique est très important dans ces années-là. Il sollicite plusieurs agents, dont le chef de service de santé des colonies, Stevenel, qui livre sa version de la réalité sanitaire et démographique. Il martèle que l'alcool est la première cause de mortalité des populations amérindiennes. Donc ça, c'est le chef de service de santé des colonies qui dit « J'ai vu de mes yeux des familles entières d'Indiens peau rouge, depuis les vieillards jusqu'aux nourrissons, vautrer ivre-morte sur les berges du fleuve Mana après être sortis de boutiques vendant de l'alcool. » Le médecin s'oppose à l'idée de distribuer des médicaments ou de mener des campagnes de vaccination, évoquant une raison qui est plutôt originale, c'est ce que j'ai mis dans la deuxième citation. Leur médecine est certainement bien supérieure à celle des créoles immigrés et leurs guérisseurs se montrent supérieurs à nos infirmiers locaux de l'assistance médicale. Il ne faut pas oublier que ce sont les peaux rouges qui nous ont enseigné les vertus du quinquina contre les fièvres paludéennes. Et qu'ils doivent avoir un moyen de se préserver. On retrouve ici la lèpre, encore une fois, puisque pratiquement on ne trouve pas de lépreux parmi eux. Donc il reconnaît une certaine puissance en leur médecine, en leurs remèdes, et il y a la question de l'immunité supposée des populations autochtones à la lèpre, qu'il évoque et qui est aussi soulignée par d'autres acteurs au XIXe siècle et par un chef de santé qui va lui succéder, dont je vais reparler tout à l'heure, Tournier, qui n'est pas tout à fait du même avis, même s'il partage le même constat. Selon lui, cette résistance à la lèpre tiendrait au fait que la population indienne ne s'est jamais mélangée à la population africaine immigrée qui a importé en Amérique du Sud cette maladie. Donc, son argument se réfère à l'idée d'une pureté raciale et que si cette race est altérée, elle perd son immunité face à la maladie et qu'aussi cette maladie est une importation des afro-descendants. Alors que la prohibition de l'alcool à destination des populations non européennes a été une mesure discriminatoire prise par les gouvernements coloniaux dans plusieurs territoires de l'Empire, comme en Kanak, Nouvelle-Calédonie, le gouverneur précise que, là je fais référence à la première citation où il dit il faudrait interdire, c'est le chef de service de santé qui dit ça, il faudrait interdire la vente d'alcool aux peaux rouges. Le gouverneur dit que, et ça soulève une question fondamentale sur le statut des populations autochtones à l'époque, qui est pas vraiment défini, puisqu'il n'y a pas le régime de l'indigénat, comme je disais, qui dit qu'une telle interdiction impliquerait de faire voter une loi spéciale, et il donne une ordonnance royale du début du XIXe siècle et une instruction qui dit « les autochtones ont le statut de citoyens ». Donc selon lui, les Amérindiens nés sur le territoire sont citoyens et ne peuvent pas connaître une mesure d'exception comme l'interdiction de l'alcool, alors que celle-ci a cours en Kanak, Nouvelle-Calédonie au même moment pour les populations Kanak. Donc on retrouve systématiquement l'alcool comme un motif récurrent au XIXe siècle et au XXe siècle qui irrigue tous les discours sur l'extinction. C'est un narratif qui est repris aussi par les ministres des colonies eux-mêmes. Donc là, j'ai mis une citation de Marius Moutet, qui est le ministre des colonies du Front populaire, et son successeur, Maurice Violette également, qui dit que c'est l'alcool qui tend à faire disparaître cette race. C'est à nouveau le point de vue des médecins de terrain, et c'est là que j'ai envie de vous amener aussi. Je vous ai mis une carte ici d'un itinéraire qu'a fait un docteur qui s'appelle le docteur Barra en 1937 dans les villages Kalinia de l'Irakubo. Et lui, il dit, donc il donne un aperçu démographique où il dit qu'il y a une centaine à peu près de Kalinia qui se répartissent sur ces villages. Il n'a pas été jusqu'au bout du fleuve, en fait. Il y va aussi par capillarité. Et il dit, à la fin de son rapport, « Il est assez curieux de constater que les Indiens véritables autochtones qui ont autrefois peuplé la Guyane soient aujourd'hui réduits à quelques tribus disséminées le long de quelques rivières. L'alcoolisme a joué un grand rôle dans leur disparition progressive. » À ce danger s'ajoute un autre danger, la consanguinité, qui compromet à coup sûr la survie des derniers vestiges de cette race.
On retrouve ici l'argument de la pureté raciale que j'avais évoqué plus haut aussi au sujet de la lèpre. Et dans ces archives, on retrouve un autre rapport très intéressant, cette fois-ci du médecin lieutenant-colonel Tournier, donc, qui est aussi le chef du service de santé de l'époque, qui a un point de vue un petit peu décalé par rapport aux autres, et qui développe l'argument très présent dans l'Empire colonial français dans les années 20-30, c'est celui de la valeur de la race qui va permettre la mise en valeur de la colonie. Il dit par exemple, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la race indienne et son avenir pour le peuplement, et par la suite, la mise en valeur de cette contrée. Il développe aussi un autre point de vue qui est le seul que j'ai retrouvé sur cette question, où il dit pour lui que la race est abandonnée à elle-même et elle présente une faible vitalité qui tend à disparaître lentement. En fait, il développe une argumentation qui fait de la race indienne, selon lui, une race qui s'autodétruit. Et ça, c'est assez bien étudié par des historiens comme Patrice Brantingler, qui a étudié cela pour l'Australie, qui dit que les coutumes sauvages, entre guillemets, ou la sauvagerie, parmi lesquelles le nomadisme, la guerre, les infanticides, les sacrifices, le cannibalisme, rattachent cela au fantasme d'un autogénocide ou d'un suicide racial qui engendre en fait une version extrême de la culpabilisation des victimes et qui va rationaliser ou occulter des aspects génocidaires de la conquête. Sur le plan médical et épidémiologique, le chef du service de santé avance tout de même quelques éléments un peu plus précis sur les maladies qui frapperaient spécifiquement cette population. Je vais terminer par le point de vue d'un médecin qui est sur le Maroni, qui est le docteur Douvier, qui arrive à La Forestière, donc au sud à Patou, qui était le premier poste administratif, et c'est un des premiers médecins qui va jusque dans les villages Wayana du Haut-Maroni. Il fait une première grande tournée en fait de 3 mois, et il a un point de vue beaucoup plus nuancé que les autres jusque-là, parce que pour lui, on ne peut pas observer des symptômes, on peut pas observer des causes de mortalité ou de mortalité comme ça. Il faudrait rester longtemps, faire des études un petit peu plus précises. Et c'est le seul à commencer à vraiment affirmer que le paludisme est un des facteurs d'extinction les plus puissants chez les populations autochtones. Son témoignage est aussi intéressant, et là ça fait le pont avec d'autres présentations. C'est qu'il observe une épidémie de pneumococcie chez les Wayana, et il rapporte des techniques de soins et aussi des choses sur la médecine locale et le comportement des malades et de l'entourage du malade, où il dit que les Indiens attendent la guérison ou la mort. En fait, il décrit une scène où la mort est envisagée comme inévitable selon lui. Il y a une personne atteinte de pneumonie qui est dans son hamac et qui fait une petite syncope lors d'un traitement. Et un de ses proches se serait avancé, aurait dit au médecin « apporte une lampe, il est mort ». En fait, c'est un témoignage qui a déjà été fait par l'inspecteur des eaux et forêts dont j'ai parlé plus haut. Et selon moi, c'est aussi une attitude face aux malades et à la maladie qui illustre ce mode d'interprétation de l'extinction qui se retrouve en fait jusque dans la relation de soins, sans que ces acteurs comprennent les ressorts réels de cette attitude. Et là, il faut utiliser aussi les outils de l'anthropologie de la santé. Et je vais conclure par ce tableau que je ne vais pas pouvoir du tout commenter en une minute, mais qui est en fait les travaux de Jean Chapuis, qui a travaillé chez les Wayana du Haut-Maroni dans les années 90, et qui permet d'apporter un contrepoint intéressant au point de vue de ces deux agents, parce qu'il va montrer que la maladie diagnostiquée par ses proches, selon la maladie qui est diagnostiquée, en fait, la réaction peut être l'éloignement pour prévenir la contamination ou le soin. Il explique que selon l'étiologie identifiée, s'il s'agit de la vengeance d'un esprit ou d'un ancêtre, la responsabilité de la maladie peut revenir au patient lui-même. Donc, il aborde plusieurs catégories d'étiologie, mais je n'aurai pas le temps d'en parler tout de suite. Pour conclure, sans avoir pu passer en revue tous les discours en détail, j'ai essayé de montrer quelques formes d'argumentation employées qui participent à la racialisation des corps,
permettant d'esquisser une première typologie de la mortalité et de la morbidité des populations autochtones de Guyane. On l'a vu pour la plupart du temps, l'alcool est un puissant facteur d'extinction. Arrivent ensuite progressivement les pathologies qui touchent les populations guyanaises et pas seulement autochtones, comme le paludisme. Et la supposée immunité à la lèpre de ces populations constitue une énigme que les acteurs médicaux interprètent au prisme de la pureté raciale. On retrouve aussi chez d'autres l'éloignement ou l'isolement. Et donc voilà, j'ai voulu faire aussi une sorte de présentation descriptive pour donner une critique des sources par elles-mêmes et aussi peut-être si on peut discuter de cela après, comment ces discours sur l'extinction ont des implications sur les politiques de santé publique qui vont être élaborées au cours de ces années. Merci beaucoup de votre écoute.